Bonsoir à tous, chers amis. Vous êtes donc, comme convenu, sur ma chaîne Paix et Guerre. Ce soir, c'est la grande première. Je vous demande toute votre indulgence. Nous ne sommes pas des professionnels, n'est-ce pas? Donc, il y a encore quelques petits réglages à faire. On va s'améliorer. Néanmoins, il faut bien commencer. Donc, sur cette chaîne, l'objectif pour moi est de pouvoir vous parler régulièrement de choses qui me tiennent à cœur et déjà de pouvoir faire des points hebdomadaires tous les mercredis à 19 h, des points hebdomadaires sur l'actualité internationale, donc avec des points d'attention, si vous voulez, sur certains thèmes, sur un ou plusieurs sujets. Ce ne sera pas toujours un thème unique d'ailleurs, mais je l'annoncerai de toute façon en amont. Alors pour cette première, j'ai pensé que je devais, puisqu'on est quand même au début de l'année et dans une situation assez critique au plan international, j'ai pensé que je devais revenir sur les deux théâtres majeurs actuels de confrontation entre le Nord collectif, l'Occident, et le Sud collectif, c'est-à-dire pas le reste du monde, mais pas loin. Et ces deux théâtres, c'est l'Ukraine et le Moyen-Orient. Alors, le premier, c'est évidemment l'Ukraine. C'est le théâtre majeur pour nous, Européens, dans lequel nous sommes engagés face à la Russie, avec l'OTAN, et je dirais que notre sécurité est directement en jeu. Elle n'est pas forcément menacée, même si elle pourrait le devenir si on continue comme ça, mais elle est en jeu. Elle est en mauvais état. Et pour moi, elle n'est pas menacée, je suis désolée de le dire, par Moscou, par la Russie, elle est menacée par nous-mêmes, par nos propres actions d'escalade dans ce conflit depuis 2 ans, et par notre déni entêté et ahurissant du réel qui se poursuit contre toute évidence, nécessité, chaque jour. Voilà, nous continuons à ne pas vouloir voir la réalité militaire, politique et stratégique de ce conflit et de ce qu'il signifie pour nous. Alors actuellement, dans les mainstream médias et dans les états-majors d'ailleurs occidentaux, on explique que le conflit est dans l'impasse après l'échec de la fameuse contre-offensive ukrainienne qu'on nous a beaucoup annoncée et qui, à vrai dire, a fait pchit, malheureusement pour les Ukrainiens. Et donc, on en déduit qu'on est dans une impasse. Pour moi, on n'est pas dans une impasse. Cette offensive ne pouvait pas réussir. C'est mathématique, c'est militaire, c'est un rapport de force militaire entre la Russie et l'Ukraine qui est sans appel et qu'il était déjà avant le début de cette contre-offensive le 4 juin dernier. Donc en fait, nous sommes plutôt dans une situation de fiasco ukrainien et occidental, sans équivoque. Voilà, l'Ukraine et tous ceux qui l'ont soutenu, donc nous, qui nous sommes lancés depuis 2015 dans cette idée folle d'en venir à affronter la Russie, d'ailleurs pas seulement militairement, mais enfin on s'est servi de l'Ukraine, on a armé, entraîné, financé, préparé ses forces, et on connaît la suite. Un jour je reviendrai, je ferai une émission qui reviendra en détail, plus en détail sur les prémices du conflit ukrainien tel qu'on le connaît depuis février 2022. En tout cas, maintenant, l'Ukraine n'a presque plus d'hommes, elle en est réduite à des campagnes de recrutement sauvages et violents dans les rues des villes ukrainiennes et des campagnes. Elle veut même faire revenir tous les Ukrainiens qui ont fui le pays au début du conflit. Et elle trouve d'ailleurs des pays pour accepter, pour envisager de le faire, mais enfin, on n'y est pas encore. Donc elle n'a plus d'hommes. Elle n'a plus de munitions, en tout cas pas pour tenir le rythme qui lui est imposé par la Russie. Et sa défense aérienne est très entamée, notamment depuis la série, oui, depuis cette série, mais ça fait 1 an et demi que ça dure. Mais là, depuis 1 mois à peu près, elle a aussi sa capacité aérienne entamée,
par un certain nombre d'attaques massives de missiles, de drones, d'obus de toute nature russes, mais surtout de missiles, depuis un bon mois, depuis le début du mois de décembre. Et c'est fait exprès, évidemment, pour affaiblir plus encore les défenses aériennes ukrainiennes qui n'étaient pas neutres, qui n'étaient pas nulles, loin de là. Par ailleurs, on connaît la grande controverse sur les pertes ukrainiennes, mais enfin, il serait peut-être temps d'admettre, avec les responsables militaires ukrainiens, le chef d'état-major Zelensky en premier lieu, et d'autres, mais aussi les chefs militaires américains et même britanniques, que l'Ukraine a un très lourd bilan de pertes militaires. Je parle de morts, mais aussi de blessés très graves qui en fait ne peuvent pas rejoindre le front. Donc, si vous voulez, c'est une attrition sur ces effectifs considérable. Ça va entre 300 et 500 000 morts et blessés graves, selon les estimations, selon les sources. Et du côté russe, on n'en est pas du tout là. On en est à peut-être un 8e ou un 9e de ces effectifs. Je ne parle pas là, bien sûr, des forces engagées par Wagner au moment de l'offensive pour la prise de Bakhmout, qui n'étaient pas officiellement des forces militaires de la Fédération de Russie. Bon, donc on est dans une situation critique, grave, pour l'Ukraine. Donc ce serait le moment de négocier, on est d'accord, ce serait le moment de constater le rapport de force militaire et d'essayer de trouver avec la Russie et avec les grandes puissances internationales une conférence de paix, de l'organiser et de préserver ce qui reste de l'Ukraine, de ce pays qui est exsangue à tout point de vue. Mais évidemment, ce serait trop simple. La paix, il faut encore la vouloir, la souhaiter, être suffisamment réaliste pour la mettre en œuvre et forcer les Ukrainiens, enfin plutôt leur demander, leur commander d'arrêter les frais. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne veut pas l'admettre, on ne veut pas s'y résoudre. C'est une humiliation évidemment majeure, une perte de face considérable pour l'Occident. Et surtout, reconnaître ce qui se passe serait aussi reconnaître, pour notre partie du monde, que l'ordre international a complètement changé et que non seulement la Russie est militairement dominante, mais elle l'est aussi politiquement. Elle a désormais des alliés, et non des moindres. Pas seulement les Chinois d'ailleurs, elle en a en Afrique, elle en a au Moyen-Orient, elle en a en Amérique latine, il y a le groupe des BRICS qui se développe. Bref, on est dans une situation où il faudrait prendre acte, en fait, de la nouvelle nature du système international, de l'évolution de la tectonique géopolitique globale de notre planète. Donc on ne le fait pas, voilà. Et donc que fait-on? On poursuit l'escalade. Alors, les derniers éléments de l'escalade, eh bien, c'est que Kiev, les forces armées ukrainiennes, mais aidées bien sûr par nous, par les autres, notamment par les Britanniques, auraient abattu 2 gros avions au-dessus de la mer d'Azov. Alors, des avions qui sont des avions en fait de surveillance, de détection, de renseignement, de commandement aéroporté. Donc un Beriev A-50 qui est en fait un AWACS à peu près, et un Ilyushin 22, donc au-dessus de la mer d'Azov. Alors, sur le Beriev A-50, il semblerait que peut-être il ait été effectivement touché et qu'il soit tombé dans la mer. L'Ilyushin, lui, a pu atterrir en urgence. Le Kremlin dit qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'a pas d'informations, mais c'est un grand classique. La Russie ne parle pas en fait de ces pertes, très très peu. Donc on a des sources par ailleurs, mais on ne sait pas officiellement ce qui se passe. Néanmoins, elle a encore 7 avions de ce type-là, Beriev A-50, AWACS. Donc au plan opérationnel immédiat, ça ne va pas a priori gêner sa surveillance, même si les Britanniques sont ravis de pouvoir dire que ça risque de la gêner dans sa couverture aérienne du champ de bataille. Bon, donc ça c'est les derniers événements. Évidemment, pour le reste, les combats se poursuivent partout sur la ligne de front.
La Russie est en position de défense active, c'est-à-dire ça n'est plus la défense flexible de la phase précédente où elle se retirait assez volontiers en fait d'endroits où elle considérait qu'elle allait avoir des pertes trop importantes, puisqu'elle est très préoccupée de conserver ses forces, contrairement aux Ukrainiens qui se sont lancés dans des assauts désespérés et absolument meurtriers. Mais là, elle est passée à une défense active, c'est-à-dire un peu plus, non pas offensive, mais un peu plus directe et un peu plus massive, en tout cas, sur l'ensemble du front, notamment dans la région de Kharkov. Et on explique, en voyant cela, donc en niant, comme d'habitude, ce que veulent faire les Russes, quelle est leur stratégie, etc., puisqu'on a expliqué qu'ils n'en avaient pas, qu'ils étaient en short pendant des mois. Bon, là, on ne peut plus dire ça, mais on explique qu'en fait, ils sont sur le point de lancer une grande offensive de printemps et qu'il faut donc se préparer à y faire face pour les forces ukrainiennes, ce qui justifierait un soutien renouvelé à Kiev. Il y a aussi même, et ça c'est fou, un document de la Bundeswehr, l'armée allemande, qui a été révélé, enfin qui a été leaké par Bild, et qui sont en fait les scénarios des Allemands, d'après des sources, des informations, expliquant comment la Russie va se lancer, va se préparer cette année carrément à attaquer le flanc oriental de l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne, les Pays-Bas, jusqu'à Kaliningrad, elle va faire tout cela avec la Biélorussie, etc., etc. Donc on est toujours dans la même construction de l'ennemi pour justifier nos préparatifs, nos postures offensives et gagner du temps, puisque nos arsenaux sont vides. Et il nous faut donc gagner du temps et donc expliquer que cette offensive approche, que la Russie va se jeter à la gorge des pays européens, de certains pays européens de l'Alliance, et qu'il est urgent de faire quelque chose. Alors tout ça, bien sûr, c'est dans le cadre de l'échec de cette contre-offensive ukrainienne de l'été, de l'automne, et puis de cette fatigue de l'Ukraine, comme on disait, c'est-à-dire qu'on commençait à se dire, à Washington notamment, mais aussi en Europe, que tout cela était fort cher pour des résultats militaires assez maigres. Et puis il y a eu le sommet de Vilnius de l'OTAN l'été dernier, où là les puissances de l'OTAN n'ont pas osé, enfin ont compris qu'il ne fallait pas déclarer que l'Ukraine rentrerait dans l'OTAN. C'est pour ça qu'on a trouvé l'Europe comme second choix, comme premier stade, mais qu'en revanche, si elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN, ça n'empêche pas les pays européens, membres de l'Alliance, quels qu'ils soient, d'ailleurs les États-Unis aussi bien sûr, de l'aider au plan bilatéral. Et c'est en train de se mettre en place. Il s'agit en fait de contourner les règles européennes, puisqu'on a vu qu'en Europe, certains s'opposaient à la continuation du soutien massif financier à Kiev, à hauteur de dizaines de milliards d'euros. Comme vous le savez, l'Europe est quand même en récession économique, donc on n'est pas forcément très argenté, et sans parler de la folie de fond de ce raisonnement, mais enfin. Donc, contourner les règles européennes pour faire pièce, par exemple, un Viktor Orban qui expliquait qu'il ne veut plus s'associer au paquet européen d'aide à l'Ukraine. Donc, on fait du bilatéral. Alors, que fait-on? Manifestement, Washington a donné quelques consignes récentes. On a eu le Premier ministre britannique qui s'est rendu à Kiev et qui a proposé un accord sur 10 ans d'assistance militaire, économique, financière, politique au président Zelensky. 3 milliards d'euros dans l'immédiat, là, dans les 2 prochaines années, des missiles anti-chars, des obus, des drones de tous les types, de la formation par les forces armées britanniques de soldats ukrainiens, donc tout un programme de soutien. Et on sait que depuis ce conflit, et même en amont de son déclenchement, la Grande-Bretagne est très très à la manœuvre. Il serait intéressant de se demander pourquoi une telle furie anti-russe du côté des Britanniques, mais enfin,
Et puis, à côté de cette aide concrète-là, il y a des garanties croisées, un accord de garantie croisée, c'est-à-dire que l'Ukraine et la Grande-Bretagne s'engagent sous 24 heures en cas d'agression renouvelée ou d'aggravation de la situation sécuritaire du pays. Donc là, on imagine que c'est plutôt l'Ukraine qui est concernée, et c'est le cas actuel, l'aggravation. Eh bien, l'un et l'autre pays s'engagent à voler au secours de son ami, de son allié, sous 24 heures, par tous les moyens nécessaires. Donc, on imagine ce que ça peut vouloir dire dans le cadre d'une escalade qui n'est pas totalement improbable, justement, considérant le niveau d'humiliation dans lequel le camp occidental se trouve aujourd'hui, face aux réalités militaires de ce conflit. Alors, après les Britanniques, on a les Allemands, donc là, le chancelier Scholz, dont certains ont toujours du mal à comprendre comment il a pu ne pas réagir à la mise en panne des gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui quand même ont mis en panne toute la société, l'industrie et l'économie allemande. Eh bien, le chancelier Scholz récidive, si j'ose dire, et vient de promettre 7 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Voilà. Et évidemment, la France ne veut pas être en reste. Notre président a annoncé qu'il irait à Kiev en février, que l'Ukraine ne pouvait pas perdre, ne devait pas perdre, et qu'il fallait... Alors pourquoi? Pourquoi? D'abord, l'Ukraine a déjà perdu militairement. Donc, bon, pourquoi ne peut-elle pas perdre? Parce que ça mettrait en cause les règles sur lesquelles est fondé l'ordre international. À ma connaissance, l'ordre international est fondé sur des lois, sur une charte des Nations Unies, sur laquelle tout le monde s'assoit aimablement depuis déjà des décennies, et le monde des règles, the rules-based world order, comme on dit en anglais, c'est essentiellement les règles occidentales. Donc voilà, en tout cas, nous, on trouve que c'est inadmissible, et donc que l'Ukraine doit gagner, et on décide de lui envoyer de nouveau, en allant dans cette escalade, donc 40 missiles Scalp, missiles de 250 km de portée, et puis des munitions de précision qui peuvent avoir 70 km de portée. Donc on est, et des centaines, hein. Bon, alors c'est à la mesure des arsenaux français, on ne peut pas donner énormément, mais enfin. Et puis après le britannique, l'allemand et le français, il y a les Européens, n'est-ce pas, qui veulent tout de même faire. Alors, Madame von der Leyen se dit très confiante, notamment sur la perspective du soutien continu à l'Ukraine, parce qu'en fait, l'Europe est en train de reprendre non pas le lead, parce que c'est toujours Washington qui l'a, le commandement des opérations, mais le poids, le fardeau financier du soutien à l'Ukraine, puisqu'aux États-Unis, il y a eu quand même un certain nombre de contestations et qu'on est dans une phase électorale et que les États-Unis sont désormais engagés à la fois au Moyen-Orient et aussi plus lointainement vis-à-vis de la Chine sur l'affaire de Taïwan. Donc, c'est les Européens qui payent, comme d'habitude, nous sommes de bons bougres. Et nous avons un commissaire européen, Thierry Breton, qui a ressorti un vieux plan de renforcement qu'il avait déjà d'ailleurs de 100 milliards d'euros, de renforcement de la défense européenne, des arsenaux européens, mais dont il se dit que la moitié à peu près pourrait finalement revenir dans les mains ukrainiennes, ce qui est quand même extrêmement inquiétant, surtout qu'il s'agit d'emprunter cet argent naturellement. Et là encore, comme je le disais, nous sommes dans un tel état d'euphorie économique en Europe que ce sera une paille sur le budget, non pas sur le budget européen, mais pour la Banque Centrale Européenne. Enfin, je plaisante, mais c'est quand même très très inquiétant et assez pathétique. Il est clair que l'Occident prépare la suite de l'affrontement, pourquoi pas direct, avec la Russie. C'est-à-dire, on n'a toujours pas compris les risques que l'on prenait, les bénéfices, à mon avis, assez introuvables qu'on pouvait attendre d'une telle attitude. On continue, voilà.
Alors, Viktor Orban, toujours lui, a prévenu quand même très récemment que si on allait dans ce sens, c'est-à-dire si on faisait ce que Zelensky demandait, ce serait la guerre mondiale immédiate. Voilà, c'est un oracle orbanien, j'espère qu'il a tort. Le seul point positif, ça a été la déclaration à Davos, hier ou avant-hier, hier je crois, du président de la Confédération helvétique, Ignacio Cassis, qui a dit que de toute façon, si on voulait la paix en Ukraine, il faudrait bien trouver le moyen d'associer la Russie à des négociations, quelles qu'elles soient. Sinon, il n'y aurait pas de paix, tout simplement. Alors, du côté ukrainien, eh bien, on est dans la surenchère, comme d'habitude, de Zelensky. Lui, il continue à expliquer qu'il faut reprendre la Crimée. Je rappelle que même si le fameux pont de Kerch, qui est son objectif militaire premier, qui donc relie la Crimée à la Russie depuis 2018, même si ce fameux pont n'était plus effectif, enfin, ne marchait plus, n'était plus praticable, la Crimée avant était reliée déjà à la fois par les airs et par la terre à la Fédération de Russie, et que je ne pense pas que ça change grand-chose, si ce n'est rendre encore plus furieux et peut-être précipiter les opérations à Odessa. Ça ne changera pas grand-chose à la détermination russe à conserver cette péninsule. Donc, voilà, lui, Zelensky, il est toujours dans une surenchère. Il continue à expliquer que donc il faut aider l'Ukraine, il faut absolument faire en sorte que ça se passe bien et pour lui, et que l'Ukraine, d'ailleurs il a toujours le même plan de paix, 10 points, c'est un plan de paix absolument, comment dirais-je, absolument utopique, où en fait il récupère tous les territoires qui sont déjà intégrés dans la Fédération de Russie, il récupère la Crimée, il fait payer la Russie, il lui fait payer des compensations, enfin c'est comme s'il ne se passait rien sur le champ de bataille s'il n'avait pas remarqué qu'il y avait une guerre qui était menée. Bon. Plus grave, enfin, pour finir ce petit panorama du théâtre ukrainien, il se dit qu'il y aurait actuellement déjà des forces britanniques, ukrainiennes, mais pas seulement, enfin des forces de pays de l'OTAN, sous uniforme ukrainien toujours, dans la région de Kharkov, où donc les Russes progressent très très doucement, mais aussi dans celle de Kherson et d'Avdiivka. Et je rappelle aussi que le président Medvedev, le vice-président, l'ancien président Medvedev, vice-président aujourd'hui, a prévenu il y a quelques jours que si la Russie se rendait compte qu'il y avait des forces de l'OTAN sous uniforme direct, sous uniforme OTAN, en Ukraine, eh bien, ce serait considéré comme par la Russie comme une ligne rouge franchie. Voilà. Alors, pendant que tout ça se passe en Ukraine et qu'on en parle assez peu, à vrai dire, eh bien, le Moyen-Orient, lui aussi, va mal et s'embrase. Évidemment, ça a commencé le 7 octobre. On était plutôt dans une phase de stabilisation. L'Iran et l'Arabie Saoudite avaient fini en mars dernier par faire un accord de normalisation de leurs relations, ce qui laissait prévoir une phase de stabilité. D'ailleurs, la Syrie commençait elle-même à en bénéficier. Elle avait réintégré la Ligue arabe. Bref, tout cela a été balayé par les attaques du Hamas, la résurgence de la question palestinienne de manière extrêmement brutale et ultra-violente, le 7 octobre dernier, et depuis l'offensive israélienne sur la bande de Gaza en représailles. Et là, la situation est aussi très dangereuse. Les États-Unis ont évidemment déployé leur armada pour voler au secours de leur allié israélien, mais surtout pour dissuader l'Iran d'entrer dans la danse.
Alors, je pense qu'ils n'ont pas besoin de dissuader l'Iran d'entrer dans la danse, parce que l'Iran n'a pas intérêt à entrer dans la danse, tout simplement. L'Iran sait très bien qu'il s'exposerait à un engrenage difficile, même s'il est armé, il a ses proxys, Hamas, Hezbollah, les Houthis, etc. Mais enfin, c'est un engrenage, c'est la fin de cette normalisation, c'est la remise au calendrier grec de tout apaisement, même économique. Enfin, voilà, pour l'Iran, il n'y a aucun intérêt à un dérapage au Moyen-Orient. C'est clair. C'est évidemment tout l'inverse que dit Israël, puisque Israël a intérêt, lui, à un dérapage au Moyen-Orient. En tout cas, la sécurité d'Israël, certainement pas, mais le gouvernement Netanyahou, certainement oui. Donc, on est dans cette phase où l'Amérique a volé au secours pour dissuader l'Iran, mais en même temps, sans avoir l'intention de mettre des boots on the ground directement sur le sol israélien. Donc se trouve là aux prises avec une espèce de surenchère qui a évidemment son écho à Washington, puisqu'à Washington il y a des modérés, mais il y a aussi des jusqu'au boutistes, hein, voilà, comme Lindsey Graham et d'autres. Et puis il y en a partout, il y en a à la Maison Blanche, il y en a au Pentagone, il y en a au département d'État, il y en a dans les services. Bon. Donc il y a deux camps aux États-Unis. Au Pentagone, il y a quand même des gens aussi assez raisonnables qui expliquent entrer en guerre au Moyen-Orient, certes, ça peut être intéressant pour le président Biden en période électorale, mais c'est aussi assez risqué parce que pour l'instant, il y a plutôt une coalition, un isolement d'Israël par toutes les puissances du Moyen-Orient, et il n'est pas certain du tout que l'Amérique puisse tenir sur un affrontement finalement sur deux fronts. Donc, deux fronts, ça fait beaucoup, l'Europe et le Moyen-Orient en même temps, surtout si la Chine, l'Iran, la Russie, qui sont d'accord dans toutes les enceintes internationales, venaient à se liguer et voilà, à protéger l'Iran en fait, à protéger l'Iran et à protéger leurs intérêts au Moyen-Orient. Vladimir Poutine a dit qu'il ne laisserait pas son allié iranien seul. Donc c'est là que le risque d'engrenage est très inquiétant. Les Houthis, évidemment, sont les plus actifs, avec peut-être le Hezbollah, mais les Houthis sont presque encore plus offensifs en ce moment en mer Rouge, avec donc des conséquences commerciales importantes pour le trafic international et bien sûr pour Israël. Je ne reviendrai pas sur toutes les frappes. Nous avons, enfin les Britanniques, la France, Dieu merci, s'est tenue à l'écart, mais les Britanniques et les Américains ont frappé les 12 et 13 janvier, là, des positions au Yémen. Sans grand résultat pour l'instant, mais en tout cas, moi, il me semble qu'il y a une convergence d'intérêts entre les Américains, chacun pour des raisons différentes, les Russes et les Chinois, et les Iraniens, bien sûr, pour que ça ne dérape pas complètement et qu'on ne parte pas dans quelque chose qui pourrait devenir assez incontrôlable, une espèce d'onde de choc, d'effet de domino. Donc, que faut-il faire face à cela? Que faut-il faire pour enrayer cet engrenage? Je rappelle aussi qu'il y a eu, hier ou avant-hier, des frappes du commandement des gardiens de la Révolution. Donc là, c'est l'Iran. Alors, en représailles aux assassinats de certains de leurs alliés et soutiens qui ont été perpétrés récemment, notamment par les Israéliens. Mais enfin, on est vraiment sur une ligne de crête au Moyen-Orient. On est sur une ligne de crête aussi en Ukraine. Et il ne faudrait pas que ces deux lignes de crête se rejoignent pour devenir une ligne de sang extrêmement préjudiciable aux intérêts, bien sûr, des Européens, mais aux intérêts de tous. Donc, que faut-il faire? Moi, je n'ai qu'un mot. Ça s'appelle le cessez-le-feu. Ça s'appelle le cessez-le-feu en Ukraine et ça s'appelle le cessez-le-feu au Moyen-Orient. La Chine et la Russie l'appellent de leur vœu. Elles ont condamné, évidemment, ce que faisaient, les frappes américano-britanniques.
sur les positions outils, puisqu'elles sont illégales, en effet. Il faut absolument revenir à une négociation, et je pense que la sécurité d'Israël est vraiment dépendante d'un cessez-le-feu à Gaza, parce qu'il y a maintenant une réprobation internationale de plus en plus lourde qui aura des conséquences, et même à l'échelle du Moyen-Orient, et même à l'échelle de certains pays du Golfe notamment, qui souhaitent aussi une normalisation avec Israël, ne serait-ce que pour des raisons économiques, enfin bon, ils ont affaire à des opinions publiques qui malgré tout comptent, dont ils doivent tenir compte, et qui les empêchent d'être extrêmement cyniques. C'est-à-dire que la cause palestinienne trouve des soutiens dans certains de ces pays, des soutiens forcés peut-être, mais des soutiens. Donc il faut sortir de cette dynamique très vite, et pour cela, il faut retrouver un truc qui s'appelle la diplomatie. C'est-à-dire qu'effectivement, le diplomate est chargé de discuter, de dialoguer en respectant ses interlocuteurs, pas en les agonisant d'injures et d'anathèmes, et chercher des lignes possibles d'arrangement, d'apaisement et d'accord où chacun trouve un peu son compte, pas évidemment sur tout, parce que c'est fini l'hégémonie occidentale, c'est fini même l'hégémonie stratégique sécuritaire d'Israël au Moyen-Orient, c'est terminé. Donc il faut vraiment revenir au monde tel qu'il est et travailler sur ces bases-là. Je pense que c'est encore possible, c'est toujours possible. Je pense que moralement, c'est aussi souhaitable d'un point de vue occidental. Je pense à ce qui se passe à Gaza, je pense à ce qui se passe aussi en Ukraine, et à tous ces hommes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, que l'on envoie au casse-pipe de façon parfaitement inutile et cynique. Je pense qu'il faut arrêter de considérer la guerre comme un dérivatif commode aux difficultés politiques ou économiques intérieures. Je comprends que ce soit souhaitable, mais enfin, c'est tentant, mais c'est trop de cynisme. Et c'est aussi cela qui fait que l'Occident auquel j'appartiens est en véritable discrédit moral et politique profond, dont il doit sortir et dont il ne sortira pas par la guerre tous azimuts. Voilà, en conclusion, je vous dirais que pour la France, le suivisme des positions et des postures anglo-saxonnes est extrêmement dangereux. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve véritablement en guerre, cette fois-ci pas contre un virus, mais contre la Russie. Ce serait très dangereux, très très dangereux, surtout que la Constitution donne quand même des pouvoirs discrétionnaires assez forts au président de la République en cette matière, pouvoir de réquisition, pouvoir sur simple décret. Donc il faut se tenir à l'écart, et la France devrait être capable non seulement de faire un pas de côté, mais de proposer autre chose et d'aller vers la paix. Le temps va être très très long jusqu'à l'élection américaine. J'espère que le duel final sera un duel Trump-Kennedy, parce que chacun dans leur genre appelle à la paix, au moins en Europe, donc à la reprise du dialogue avec la Russie, qu'il va falloir reprendre, qu'on le veuille ou non. Il va falloir comprendre que c'est notre intérêt et ravaler peut-être notre fierté tellement mise à mal, ce qui est compréhensible. Mais il faut que la paix en Europe revienne, il faut que la sécurité européenne soit rebâtie. Je vous laisserai sur ces mots d'espoir. Je vous donne rendez-vous d'abord la semaine prochaine, mercredi à 19h. Et je vous demande de liker, de partager et évidemment de vous abonner à cette chaîne. Plus nombreux vous serez, plus heureuse je serai et plus je pourrai faire de choses. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.